Samedi 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. L'Empire resserre son emprise sur l'approvisionnement mondial de pétrole à coups de bombes et de mensonges propagandistes. Et les médias occidentaux, comme à leur habitude, s'acharnent à présenter l'Iran comme l'unique responsable. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au désastre qu'est la guerre des États-Unis contre l'Iran. Bienvenue dans le cœur de l'Empire, la nouvelle émission des Jeunes Pop. Vous êtes sur Céréales Média et analysons ensemble la tentative états-unienne de créer un Irak 2.0. Face a coalition ready to avoid radar detection. And a single gunner open bomb. Prétextant une nouvelle fois le danger pour la région que représenterait le développement de la bombe atomique par la République islamique, les États-Unis et l'entité zioniste lancent ensemble une campagne de bombardement massive contre l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique a constamment affirmé qu'il n'existait aucune preuve crédible d'un programme d'armement nucléaire actif en Iran depuis 2003. Mais de toute façon, de quel droit les puissances nucléaires que sont les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni auraient-elles d'interdire à l'Iran ce qu'elle possède elle-même ? D'autant plus que ce sont les États-Unis qui, en 2018, ont unilatéralement déchiré l'accord sur le nucléaire iranien. La menace nucléaire est donc bien une construction médiatique et politique qui permet de justifier la guerre. There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded. Forte de la complicité européenne, de par les grandes capitales choisissant l'alignement atlantiste, voire un soutien logistique indirect via des bases militaires, ou le partage de renseignements, les frappes ont atteint le cœur de Téhéran, faisant un nombre important de victimes civiles. Parmi ces attaques, une école primaire de filles a été frappée par 2 missiles consécutifs. Le bilan, plus de 150 morts, dont des filles âgées de 6 à 12 ans. We will hit them so hard that it will not be possible for them or anybody else helping them to ever recover that section of the world. They do anything. Toutes ces manœuvres militaires et médiatiques ne visent qu'un seul objectif, l'instauration d'un vassal américain en lieu du gouvernement de la République islamique. Bien que les opérations aient conduit à l'assassinat d'Ali Khamenei, le gouvernement iranien, s'attendant à cette attaque depuis plus de 30 ans, opère maintenant de manière horizontale. La mort de son leader ne signifie donc pas la fin de la République islamique. L'assassinat ciblé échoue face à des structures de pouvoir décentralisées. Les centres de décision sont interconnectés mais peuvent fonctionner de manière autonome et ainsi mener des attaques contre les alliés de Washington. L'Iran avait prévenu la communauté internationale des risques d'embrasement. L'administration Trump, qui tente de maintenir tant bien que mal l'hégémonie américaine sur le système impérialiste et en guerre économique avec la Chine, s'est engagée dans une guerre sans stratégie de sortie claire. C'est l'Empire qui s'agite face à son propre déclin. La stratégie états-unienne consiste à bombarder l'Iran sans engager de troupes au sol, en espérant capitaliser sur les mouvements sociaux qui ont agité le pays il y a quelques mois. Ces mouvements ont, entre autres, trouvé leurs racines dans la crise économique provoquée par des années de sanctions occidentales. Aujourd'hui, ces mêmes puissances exploitent cyniquement cette rébellion populaire pour tenter de légitimer leur guerre sous la façade des droits humains. Cette tentative de changement de régime n'est pas la première menée par les États-Unis sur le sol iranien. En 1953, le CIA et l'Empire britannique, alors à son crépuscule, avaient soutenu un coup d'État contre le président démocratiquement élu, Mohammad Mossadegh. Le coup d'État avait alors pour objectif de rétablir le contrôle sur le pétrole iranien, Mossadegh ayant nationalisé la compagnie anglo-iranienne de pétrole, actuellement BP. Ce coup de force a réussi et avait restauré le contrôle de la famille Pahlavi sur le trône d'Iran jusqu'à la révolution de 1979. Et c'est l'héritier de cette famille, Reza Pahlavi, qui a été présenté dans les médias occidentaux comme un dirigeant susceptible de libérer l'Iran, et surtout de normaliser les relations avec Israël. Mais comme l'Empire ne croit pas à sa propre propagande, c'est toujours le flou artistique à Washington sur le choix de la marionnette. Do you have someone in mind right now? Because you said all the people you did have in mind have been taken out. What do you think? Well, most of the people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group, they may be dead also. Cette tentative de changement de régime est évidemment à lire avec la question de l'approvisionnement pétrolier. Et cette lecture doit être informée par le contexte de la crise à laquelle fait face l'hégémonie américaine sur le marché mondial. Comme le Venezuela, l'Iran exporte la majeure partie de son pétrole à destination de la Chine, 89% en 2023 d'après l'Agence américaine de l'énergie. Si le poids de l'import de pétrole iranien à l'échelle de l'économie chinoise est à relativiser, l'Iran joue un rôle clé dans la stratégie chinoise de substitution du dollar par le renminbi, la devise monétaire chinoise.
En effet, la suprématie du dollar repose, entre autres, sur le fait que le dollar est incontournable pour l'achat du pétrole. Puisque le pétrole est une ressource d'énergie incontournable dans l'environnement technique actuel, le dollar devient aussi incontournable que le pétrole pour le bon fonctionnement d'une économie. En permettant d'acheter du pétrole en renminbi, donc sans passer par le dollar, l'Iran et la Chine construisent une infrastructure financière parallèle. Des banques comme la banque de Kunlun, une banque chinoise contrôlée par le CNPC de China's National Petroleum Corporation, agissent comme une chambre de compensation pour ces échanges en yuan. En gros, plutôt que de faire tourner la machine à pétrodollars, la Chine et l'Iran nourrissent leur indépendance au système financier américain. C'est cette autonomisation financière, cette dédollarisation en acte qui est intolérable pour Washington. La mise en place d'un régime vassal des États-Unis, ou simplement l'arrêt de la production de pétrole en Iran favorisé par Israël, ce qui semble se profiler avec les derniers bombardements de la nuit du 7 au 8 mars, joue donc un rôle clé dans la stratégie de préservation de la position du dollar comme monnaie mondiale. L'Empire américain, grisé par un succès apparent au Venezuela, où il est parvenu à obtenir l'accès aux ressources pétrolières pour ses propres multinationales, au détriment de l'exportation de pétrole vers la Chine et Cuba, pense pouvoir reproduire ce modèle. We've taken out 100 million barrels of oil already, and a big part of that goes to them, and a big part goes to us. And it's been great. We paid for the war many times over, and we're going to be running the oil. And Venezuela is going to make more money than they ever made, and that's great for the people. The relationship has been great. It's been seamless. Nobody's actually ever seen anything like it. L'enjeu ici est moins de générer du profit pour des multinationales états-uniennes que d'empêcher la création d'un marché du pétrole qui puisse exister en parallèle de celui contrôlé par Washington. De la compréhension des déterminants de l'agression américano-israélienne doit découler un certain nombre de conclusions. D'abord, on doit bien comprendre que la question du programme nucléaire iranien n'est rien d'autre qu'un énième écran de fumée. Ensuite, il est crucial de souligner que les objectifs entre Israël et les États-Unis ne sont pas parfaitement alignés. L'objectif d'Israël est existentiel. Il veut la destruction totale de l'Iran, perçu comme l'axe de la résistance. Il pousse à une escalade maximale pour que les USA fassent le travail à sa place. Il vise un chaos régional qui affaiblit tous ses ennemis, un scénario plus proche de la Libye que de l'Irak. Washington, de son côté, qui aurait souhaité une vassalisation du régime iranien, risque de voir ses plans compromis par la résistance du peuple iranien. Ne resterait alors que, pour l'Empire américain, la destruction et l'enfoncement dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. La seule possibilité visible pour l'hégémon pourrissant serait alors l'enlisement du conflit sur la durée et compter sur les gauches libérales pour le service après-vente du désastre. Les Occidentaux n'ont pas de leçons à donner à l'Iran pour gérer ses crises politiques et choix stratégiques. La bataille que mène une partie de la gauche avec la rhétorique de ni Trump ni Khamenei n'est pas une preuve de mesure ou une critique de bonne foi, mais sert la propagande suprémaciste états-unienne et européenne. Nous ne pouvons pas nous permettre de tomber dans ce piège justifiant la guerre. Notre tâche, comme militants anti-impérialistes, est donc de faire front sans aucune ambiguïté contre la guerre, de nous opposer aux sanctions imposées par les gouvernements européens à l'Iran et de nous opposer, par un discours clair, à toute mystification qui viseront à repeindre la déclaration de guerre impérialiste sous les couleurs des droits humains ou démocratiques. May Allah awaken the people and help them to see the evil doings of Israel and the United States. On vous attend au cœur de l'Empire dans le prochain épisode, et en attendant, mort à l'Empire. سپاه کاریم و توده های محرومان به جان شوند رهروان راهمان چو آخرین نسل بردگان و بی چیزان قیام ما واژگون کند جهان به پا ای گرسنگان ای ستمکشان به سوی سوسیالیسم به سوی آزادی به سوی دنیای نوین به پا به سوی سوسیالیسم